Très bien. Bonjour, bonjour à tous qui êtes, sur Facebook et bonjour à Caril Ferret, qui nous rejoint donc pour ce petit shot, de vodka tonique. On va parler russe ce soir, j'espère que vous avez le niveau. Bonsoir Caril, donc vous êtes ici, on va se dire vous, pour Leid, ça veut dire neige, premier mot, donc en russe. Glace. Glace, en plus, voilà. J'ai beaucoup à apprendre encore. Alors Caril, vous êtes partie, et ça fait un moment déjà, quelques années, vous allez nous raconter. Vous êtes partie dans la ville la plus pourrie du monde, telle que vous la décrivez, qui, quand on recherche sur Wikipédia, est la ville la plus polluée, la plus septentrionale, la plus tout ce qu'on veut. Et pour écrire finalement 2 livres, un premier qui était votre mission initiale et le suivant qui est, ce polar donc qui est paru, ça fait quoi? C'était en janvier, non? Ça fait à peine un mois chez, aux Arènes, chez Equinox. Alors qu'est-ce que vous êtes on va parler bien sûr de l'histoire, mais d'abord qu'est-ce que vous êtes allé faire? Parce qu'on vous connaît plutôt pour, être allé en Afrique du Sud, pour être allé en Australie, enfin aux 4 coins du monde, mais plutôt là où il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Pourquoi est-ce qu'on retrouve notre Caril Ferret national sous du moins 60 degrés, des montagnes de neige, une horreur? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? C'est vrai que moi, je suis pas gauche caviar, moi, je suis plutôt gauche langouste. Donc voilà, j'aime bien les bords de mer un peu tropicaux pour mêler l'utile et l'agréable. Et en fait, c'est des éditrices de chez Paulsen, donc qui éditent des livres, surtout sur le Grand Nord, qui m'ont proposé donc d'aller dans cette. Elles m'ont proposé comme ça, hein, elles m'ont présenté comme la ville la plus pourrie du monde. Je ne connaissais pas du tout ni la Russie, ni la Sibérie, ni le Grand Nord, etc. Mais comme c'était la ville extrême, donc c'était vraiment impossible de ne pas y aller pour moi. En fait, c'était même. Et je me suis rendu compte assez vite, en fait, que c'était une chance. Enfin bon, une fois que on était arrivé et que j'ai rencontré 2, 3 personnes, c'est une chance d'être dans une ville pareille, non seulement pour faire un récit de voyage, mais très vite, en fait, ça a imposé le roman. Bah, alors justement, vous partez pour un récit de voyage. C'était quoi, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, Encore, vous ouais. allez me dire? Ouais. Vous arrivez là-bas, racontez-nous déjà à quoi ça ressemble, comment on y va, nos risques, parce qu'on a l'impression qu'il faut prendre le transsibérien ou qu'on y va à chien de traîneau, enfin on ne sait pas très bien. Comment vous arrivez là-bas et comment justement du récit de voyage va émerger l'idée d'un polar? En fait, on peut y arriver qu'en avion, parce que la ville est complètement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, elle est beaucoup trop au nord, donc elle est 300 km au-dessus du cercle polaire. Alors, à peu près, en gros, à 1000 km à la ronde, il n'y a rien, enfin, à part de la glace, quoi, de la neige, la toundra, en fait. Et donc, on y arrive en avion quand il n'y a pas de tempête. Donc, moi, j'y étais au printemps, enfin, début de printemps, en fait, il faisait moins 15, moins 25 à peu près. Donc, c'était, comme il peut faire jusqu'à plus de moins 60 l'hiver, c'était des températures relativement clémentes. En fait, tout dépend du vent. Mais en arrivant, enfin, c'était un peu la tempête quand même, hein. Il y avait du blizzard. Bon, il faisait extrêmement froid, évidemment. On avait un mec, un chauffeur de taxi, un vrai psychopathe, du coup, qui est devenu un des personnages du roman parce qu'il conduisait. Enfin, déjà, ça faisait peur, en fait. Il doublait, mais on ne voyait rien, c'était complètement aveugle. Et tout ça pour arriver dans une ville post-stalinienne où tout est écrit en cyrillique, où il n'y a pas de vitrine, où on ne voit pas le moindre lieu sympathique, quoi. C'est que des barres d'immeubles, à part la grande rue, quoi, et qui est là, qui est plutôt du style saint-pétersbourgeois, donc un peu chic, au cas où les oligarques débarquent. Mais autrement, c'est vraiment une ville, au premier abord, assez horrible. Mais comme il y a toujours des grands fourneaux qui sont toujours en train de fumer, il y a un côté Titanic pris dans la glace, quoi. Enfin, je reprends des images que j'évoque dans le livre. Parce que vraiment, c'est post-industriel, on dirait presque un peu post-apocalyptique en fait, quoi. Donc c'est un lieu, enfin, qui s'est tout de suite imposé comme un lieu romanesque, parce que le décor déjà est fantastique. Et alors comment, vous arrivez là-bas, vous connaissez personne? Vous allez à l'hôtel, comment est-ce qu'on démarre, j'ai envie de dire l'idée, comment germe le récit, comment germe, une histoire? Il faut bien rencontrer des gens, comment ça se passe? C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, bon, écoute, enfin, aux éditrices de chez Paulsen au départ, j'ai dit que je parle pas russe. Ils m'ont dit, non, mais il n'y a pas de problème, on aura un guide avec toi. J'ai dit, bah, tant mieux. Mais moi, déjà, enfin, moi, je m'ennuie terriblement seul, hein. Moi, je pars jamais seul en voyage. Donc là, comme c'est un voyage extrême, j'ai dit aux éditrices, bah, ok, je veux bien faire ce projet, mais à condition que je parte avec un copain.
donc j'ai surnommé la bête, en fait. Donc c'est à peu près un des pires copains que j'ai, mais qui correspond tout à fait à cette ville. Et il se trouve qu'il a adoré aussi finalement, parce que ça lui allait bien aussi. Et donc on avait notre petite guide qui nous menait. Et, au départ, ça devait être un mec plus âgé, très russe. Puis en fait, il ne pouvait pas, donc il nous a collé sa petite sœur, qui elle n'était pas spécialement guide, mais qui avait grandi à Norisk. Et on l'a retrouvée, et c'était un petit Bambi, mais une petite beauté, mais on aurait dit un enfant, en fait. Elle avait 30 ans, mais elle en paraissait 13. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un bébé pareil dans une ville pareille? Et puis en fait, elle nous a sauvés, non seulement parce elle était très sympa, on a vraiment sympathisé, puis elle parlait anglais, évidemment. Mais surtout, c'est elle qui a tout débloqué, parce qu'elle m'a dit, ah bah j'ai une copine qui ouvre un bar demain, et donc du coup, enfin le lendemain de notre arrivée, et comme le premier soir on est sorti, il y avait absolument personne dans la ville, mais il y avait que nous, en fait, quoi. Dans les bars il y avait que nous, dans les restos il y avait que nous. On s'est dit, mais ça va pas être facile de rencontrer des gens. Et puis en fait, donc elle avait une copine qui ouvre un bar, et on est arrivé, et là j'avais l'impression de retourner dans les bars de Rennes où j'ai grandi. Et donc là, on était complètement chez nous. Et en plus, les Russes, donc c'était que des jeunes mineurs, hein, qui bossaient là-bas, enfin, qui étaient là-bas, les clients. Et en fait, ils nous ont dit, ils nous attendaient parce qu'ils savaient qu'il y avait des Français qui arrivaient. Et comme ils n'avaient jamais vu d'étrangers de leur vie, ils nous avaient mis des petits mots sur une ardoise pour nous souhaiter la bienvenue. Vive la France, vive la bière. Très vite, maintenant ils savent comment dire va te faire foutre. Hein. Ils ont augmenté leur vocabulaire, mais comme nous. En fait, ça a mis à peu près 5 secondes avant qu'on devienne les coqueluches du bar, et vice versa. Et en fait, ces débuts d'amitié en fait a généré par plein de rencontres. Bon, bah, certes souvent éthyliques, mais pas que, en fait, parce qu'après on s'est plus quitté avec toute la bande là. Et vraiment on est resté qu'une semaine, hein, mais c'était d'une très haute intensité. Et en fait, quand on s'est quitté, ben, on avait tous les larmes aux yeux, même les Russes, pour qui pleurer, c'est un peu un truc de PD. Ah, il va en être question justement. Alors, on va parler un petit peu de l'histoire du livre. Donc, à partir de toute cette, on va dire, de ce groupe, un petit peu votre groupe éthylique, vous avez inventé ce roman qui est choral, avec exactement des personnages qui ressemblent à ceux voilà, que vous décrivez. Et ça commence d'abord par une tempête effroyable avec des lueurs assez invraisemblables. Il fait -60 et il y a un toit qui s'effondre. On retrouve un corps glacé, mais enfin, qui est là depuis un moment. C'est un nénètse. Donc, c'est le peuple des éleveurs de rennes, équivalent des Samis. Hein. On est au cercle polaire. Et commence donc une enquête policière, parce que c'est un roman choral, mais évidemment avec une résolution d'enquête, avec ce premier cadavre et ensuite un autre. Alors, racontez-nous un petit peu voilà, l'histoire, jusqu'où on peut aller sans spoiler, euh, tout en nous parlant des personnages, Valentina, votre enquêteur qui est formidable. Ben, comme je voulais que ce soit un roman, enfin moi j'essaie de me renouveler, bon, même si tous les auteurs ont les mêmes marottes, les mêmes obsessions, hein. Alors chacun ses trucs, enfin moi c'est toujours la même chose en gros, quoi. Les peuples autochtones, les conditions de la femme, la géopolitique. Donc là en l'occurrence c'était Poutine, en fait. Donc en fait tout était prétexte, enfin comme souvent, enfin, moi j'adore le polar, mais surtout parce que ça permet d'aller absolument partout, quoi. Enfin, dans l'historique, dans le sociologique, dans l'ethnologique. Donc, du coup, l'idée, c'est d'inventer des personnages qui vont pouvoir me permettre de parler d'un maximum de gens dans cette ville. Alors, l'avantage, c'est comme c'est une ville qui est fermée, du coup, tous les gens, il faut des tampons du FSB pour y aller, des services secrets. Donc, on imagine bien que les allers-retours sont très compliqués. Donc, c'est un peu comme une île de glace avec des gens qui seraient enfermés à l'intérieur. Et du coup, j'avais besoin d'un flic parce que c'est quand même plus facile pour remonter, pour mener une enquête. Puis là-bas, je voyais, bon, les journalistes en Russie, ils n'ont pas trop le droit de parler, donc ça n'allait pas trop avocat, ça n'allait pas trop détective, je ne voyais pas. Enfin, voilà. Donc il me fallait un flic. Et puis comme en général, les flics dans mes bouquins, bon, c'est souvent des mecs testostéronés parce qu'ils sont en contact de gens extrêmement violents, etc. Donc s'ils sont trop mignons et trop gentils, ils vont se faire tuer tout de suite et personne ne va y croire. Sauf que là, du coup, je voulais quelque chose d'un peu plus bateau, qui ressemble vraiment aux Russes moyens, en tout cas aux Russes moyens 50 ans que j'ai pu rencontrer. Donc une sorte d'ours, hein, ni plus ni moins,
C'est-à-dire que c'est bougon, qui ne va dire ni bonjour, ni merci, ni au revoir. Mais par contre, qui, une fois qu'on brise la glace, c'est qu'à le dire, devient tout choupinou. Parce que j'ai rencontré plein de gens comme ça, où il y avait vraiment des brutes épaisses, quoi. Et puis il suffisait juste d'avoir une entrée avec eux, et tout de suite. Et après, ils se mettent à chanter des chansons de nounours. C'était là, mais est-ce que c'est la même personne? Donc ce flic, voilà, c'est un peu ça, en fait, quoi. Et on se rend compte qu'il a l'air beau, il a l'air un peu gros, gros bougon, il n'est pas beau gosse. Il a été banni d'Irkoutsk parce qu'il était un petit peu trop honnête, en fait. Donc, il est subalterne, très, très subalterne, mais c'est un des rares personnages des services de sécurité qui sont honnêtes. Comme, bah, je pense que ça ressemble assez bien à la Russie. C'est-à-dire qu'ils sont quand même tous corrompus, enfin, en grande majorité. Et voilà, donc, il permet, lui, en tout cas, de parler un peu de la condition des flics russes et puis de toute la corruption qu'il peut y avoir et qui gangrène complètement la société, y compris Norilsk, en tout cas, quoi. Mais le plus important pour moi, c'était de donner la parole aux Russes, en fait. Et alors, certes, un flic, mais bon, il y a surtout les personnages qui sont autour. En fait, lui, Boris, là, le flic, il va me servir à rencontrer en fait, les gens qui sont suspects ou qui sont proches de la victime ou de la disparition, aussi les peuples autochtones. En fait, donc, c'est un peu tous les gens que j'ai rencontrés qui sont évidemment c'est pas les mêmes personnages, mais fortement inspirés des gens que j'ai rencontrés. Qui m'ont eux-mêmes raconté des histoires de dingue, en fait, mais en fait des histoires qui vont complètement avec cette ville de Norilsk. Et du coup, j'ai pris un petit peu toutes les histoires qu'ils m'avaient racontées, j'ai extrapolé un petit peu, mais j'en ai fait mon petit mélange. Mais pour moi, c'est un hommage, vraiment un hommage aux jeunes mineurs et à leurs femmes et à leurs copines de cette ville qui m'ont vraiment touché au cœur. C'est ça, alors Norilsk, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, c'est une ville minière qui n'est quasiment que minière, c'est ce qui appartient à la grosse compagnie, Norilsk Nickel, et tous ceux qui sont là, vont naître ici, mourir ici et travailler toujours dans les mines. Alors comment est-ce que ça se passe? C'est quoi la condition de mineur, exactement là-bas? Alors, ça dépend le poste que tu as, en fait. Alors, j'ai pas pu descendre à la mine, c'était complètement interdit. J'ai essayé, mais oui, ils m'ont dit non, mais même pas en rêve. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que là-bas, on est un peu des espions. Hein. C'est toujours un peu ou c'est la blague ou c'est la réalité, mais on est toujours un peu considéré comme suspect, en tout cas, quoi. Donc la mine, en fait, les potes qui bossaient eux vraiment dans la mine, ils m'ont montré des photos d'eux habillés en mineurs, enfin en cosmonautes, avec des trucs pour casser la roche, enfin vraiment à l'ancienne, mais 2 kilomètres sous terre. Donc en fait, c'est des situations qui ont l'air assez dingues. Parce que la mine, elle fait, je crois que c'est 800 km de galerie. Donc en fait, on peut s'y perdre très facilement. Donc c'est un univers assez dantesque. Et puis il y en a d'autres qui travaillent quasiment, enfin 70% de la population travaille pour la mine. Et tout appartient à la mine, en fait, à Norilsk Nickel, en l'occurrence, hein, qui était un ancien conglomérat soviétique, qui a été revendu une bouchée de pain à un oligarque, en fait, et qui est devenu un consortium privé, qui est la plus grosse usine de nickel au monde. Donc, tout tourne autour de la mine, c'est eux qui financent tout, la culture, les radios, enfin, les médias. Enfin, donc, c'est vraiment Norilsk Nickel, ouais, c'est une ville qui appartient à Norilsk Nickel. Et le jour où il n'y aura plus de minerais suffisamment importants en fait, pour continuer l'exploitation, je pense que cette ville, enfin, c'est même sûr, elle sera abandonnée parce qu'en fait, personne n'a aucune idée enfin, de survie là-bas. En fait. Donc, dans 100 ans ou 200 ans, ça deviendra une ville. Ce serait marrant de voir une ville abandonnée, tordue par la glace. Je pense que pour les gens plus tard, ça sera un univers encore plus dingue. Alors là, pour le moment, ils sont tous, donc ils descendent tous les jours avec un casque, enfin tous ceux qui sont, on va dire, si on enlève les administratifs. C'est quoi une journée de mineur? Ça dure combien de temps? Combien ils gagnent? Ils vivent jusqu'à quel âge? On a du mal à se rendre compte. Ils commencent tôt, hein, je crois que c'est genre 8 heures ou 7 heures, et puis ils finissent vers 5 heures. Ils gagnent 600 $ par mois, ce qui est plutôt bien pour des Russes. Hein, la moyenne, c'est plutôt la moitié, parce qu'en fait, il y a une hyper concentration des richesses autour de Moscou et ces gens-là, et le coefficient de Gini, enfin, qui mesure en fait les riches et les pauvres, est vraiment très élevé en fait en Russie. Mais comme les produits sont donc 600 $, c'est plutôt pas mal, mais comme les produits locaux sont chers parce que tout vient par avion, finalement en fait c'est un piège. Vraiment, c'est un piège.
Et en fait, souvent les gens, il n'y a pas de tourisme là-bas, évidemment, hein, ça on oublie. Mmh. Il y a juste pendant l'hiver, enfin pendant l'été, il y a 2 mois où ça dégèle, en fait. Donc là, on peut venir par bateau. En fait, tout arrive par Dudinka, qui est le port d'à côté, qui a tous les containers. Et autrement, il y a un Yenisei, qui est le fleuve, en fait, un énorme fleuve russe qui va jusque-là, en fait, et on peut remonter par bateau, mais c'est vraiment très rare. En fait, les seules personnes qui peuvent, comme tout ça est un peu surveillé par les services secrets, parce que c'est une ancienne ville fermée, comme on disait sous Staline, en fait, où personne n'avait le droit d'aller. Donc, du coup, les seuls moyens de quitter Norilsk, c'est de faire des études et d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir un appartement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, ce qui est assez rare. Et donc, il n'y a que les hautes études qui peuvent continuer. Souvent, en fait, les gens, ils font des études à Norilsk et puis ils font le reste par correspondance. Et ils ont le droit de revenir 2 mois l'été. Enfin, ceux qui font des études, enfin 2 mois pas l'été, ils ont 2 mois pour passer leur partiel, en fait. Ils reviennent sur le continent, comme ils disent, en fait. Mais souvent, ils reviennent chez eux à Norilsk, ou parce qu'ils ont pas assez d'argent, mais souvent parce qu'ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils connaissent absolument personne. Et toute leur vie, elle est à Norilsk. Et même si c'est terrible, ils préfèrent vivre autour de leurs proches, comme tout le monde, quoi. Mais c'est tellement pollué, en fait, que l'espérance de vie, c'est de 55 ans. Ouais. Donc, 10 ans de moins qu'en Russie. Donc, ce qui est terrible, c'est que souvent, enfin, en tout cas, dans la moyenne, ils n'arrivent pas à accéder à la retraite puisqu'ils meurent avant. Mmh. Ah oui, alors on a vu, même, l'été dernier, Norilsk était enfin, avant la sortie, du polar, était, partout dans la presse internationale parce que le fleuve s'était transformé, était devenu rouge sang à cause du pétrole, enfin des produits qui s'étaient répandus. Et donc cette ville-là qui fonctionne comme une île, comme vous dites, il retourne sur le continent. Il y a un passé malgré tout, hein. Vous en parlez à travers des personnages assez terribles. J'aime beaucoup c'est la grand-mère de Dasha, je crois, qui a un passé terrible, qui a été, en gros, qui a été internée parce qu'elle avait volé une pomme durant une famine, et cetera. Parlez-nous un petit peu de cette époque pré-oligarchie, pré-nickel. En fait, c'est un géologue, hein, qui vers 1910, en fait, qui a découvert cette ville et surtout qui a découvert les minerais qu'il y avait. Enfin, c'est pas une ville, hein, pardon, la région de Norilsk. Enfin, ce qui allait devenir Norilsk, en tout cas. Enfin, il y avait des réserves de minerais et donc tout de suite, l'URSS, enfin, qui était toute jeune, en fait, hein, s'est mis à prospecter là-bas. Et ils se sont dit ok, c'est hyper au nord, c'est hyper loin, mais il nous faut de la main-d'œuvre. Donc, évidemment, l'avantage du goulag, c'est que c'était surtout de l'esclavage gratuit. Et donc, évidemment, pas comme tout le monde le sait, hein, enfin, n'importe qui pouvait être susceptible de se retrouver dans un goulag. Il suffisait d'avoir dit riz de Staline, par exemple, ça suffisait pour aller avoir 5 ou 10 ans de goulag. En fait, donc, au départ, c'est vraiment les mineurs, en fait, c'était des zèques, enfin, donc des prisonniers des goulags qui ont construit la mine, puis les usines, puis toute l'infrastructure. Et jusqu'aux années 50, en fait, il n'y avait que des prisonniers et leurs bourreaux et leurs gardiens, en tout cas, quoi. Et puis, plus toute l'administration pénitentiaire, ce qui était quand même beaucoup de gens. Et en fait, donc à la fin du goulag, il y a eu un soulèvement terrible en 53 quand Staline est mort. Bon, évidemment, avec des températures de -60, on imagine bien qu'en plus, évidemment, ils n'avaient pas de doudoune, hein. Ils avaient juste le droit à une chemise et puis démerdez-vous. Donc en fait, ils mouraient évidemment. Donc il y a une révolte qui a été horriblement réprimée. Et bon, ils ont quand même fini par être libres en fait en 56. Et sauf que ils étaient des dizaines de milliers, hein, de personnes. Sauf qu'ils étaient tellement loin de Moscou, parce qu'en fait, il y a 4 heures d'avion, donc, ou 5 heures d'avion, 5 heures d'avion. Donc, évidemment, aucune route, pas de chemin de fer. Donc, ils ont été libérés, certes, mais ils étaient dans cette ville sans pouvoir rien faire d'autre. Et souvent, ils n'avaient même plus de famille nulle part. Et puis, encore moins, il n'y avait pas du tout des avions qui faisaient des allers-retours comme tous les jours aujourd'hui. Donc, en fait, en énorme majorité, les gens sont restés là. Et du coup, ils se sont retrouvés à vivre avec leur ancien bourreau dans les mêmes lieux, fréquenter les mêmes supermarchés. Donc, on imagine que ça va être un choc assez terrible. Et puis, en fait, dans les années 60 et 70, il y a les Komsomol qui sont arrivés, donc les travailleurs volontaires russes, avec parce qu'ils avaient besoin de repeupler, en fait, cette ville, puisqu'il n'y avait plus d'esclaves, il y avait besoin de mineurs à la place.
Et donc là, ils ont fait une politique volontariste avec des privilèges, parce que bon, chez les Russes, 60-70, là, ils pouvaient manger beaucoup mieux que sur le continent, ils étaient mieux payés, etc. Donc pour essayer d'attirer la population, puis c'est ce qui est arrivé en fait, et jusqu'à la chute de l'URSS en 91. Et là, c'est le seul moment où il y a une migration qui n'était pas 100% russe et komsomol et zèque. En fait, là, c'était quelques gens du Caucase en fait, qui ont été autorisés à venir. Donc, pour eux, c'est leurs Arabes. Hein. Évidemment, je fais des guillemets dans tous les sens. C'est-à-dire que eux, c'est des gens d'Asie. Alors pour eux, c'est un peu une sous-race en fait. Mais bon, ils les tolèrent quand même, quoi. Et donc, notre chauffeur, notre psychopathe chauffeur, en fait, lui, il était ouzbek, donc on a sympathisé, etc. Donc il est devenu un personnage, évidemment, parce qu'il me permet de parler de plein de choses. Alors, justement, avec ces personnages, donc il y a Valentina, qui est caucasienne aussi, qui est une écolo, bon, qui finit pas très bien. Il y a toute cette brochette. Et puis, en matière d'intolérance, donc vous parlez d'un peu de sous-race, là, il y a la question de l'homosexualité, hein, puisque vous faites, enfin, vous précisez d'ailleurs que c'est un roman. Est-ce que c'est une question qui pose problème véritablement? Enfin, vous avez été confronté à ça comment? Ah ben, complètement. Enfin, c'est terrible parce que vraiment, on a vraiment sympathisé, on a vraiment rigolé, etc. Et quand on faisait des blagues sur les homos, on leur disait après, bon, on est gay-friendly, hein, par contre. Hein. Et là, ils étaient là, là, vous êtes sympa, mais par contre, gay-friendly, on veut pas connaître, en fait. Et c'est tellement grave qu'en fait, j'ai mis un petit mot à la fin du livre, en fait, disant que je m'étais rendu sur place, évidemment, mais qu'aucun des mineurs que j'avais rencontrés n'était homosexuel, mais que j'ai choisi ce thème justement pour que ce soit un peu subversif par rapport à l'histoire. Mais en fait, j'ai aucune raison de mettre ça. J'aurais jamais mis ça si je savais pas que mes potes de là-bas vont traduire le livre. Ils sont en train de le traduire en ce moment. Et le fait qu'il y ait l'un d'eux qui passe pour un homosexuel, c'est une chose qui pourrait bousiller sa vie, en fait. Et je trouve ça à la fois d'une tristesse épouvantable, mais j'étais obligé de faire cette précision. Et d'ailleurs, quand il l'a vu, parce qu'il avait tout de suite de qui je parlais, mais on a resté, je sais pas, une semaine à discuter pour qu'il comprenne en fait que c'était un roman et que c'était pas son copain qui était comme ça et que j'avais pris plusieurs choses de tout le monde et que chez nous, être homosexuel, oui, c'est la liberté d'aimer et que c'était le minimum syndical et que ça leur posait problème, c'était eux qui étaient un peu arriérés, même s'ils sont sympas. Alors du coup, ça crée des tensions, mais j'espère que ça va les bouger. Je sais que ça les bouge parce que pour eux, c'est comme si c'est comme une maladie, en fait. Hein. S'ils parlent un homo, ils s'imaginent qu'ils vont devenir homosexuels. Enfin, comme si, il y a quand même un grave problème avec ça. Et oui, ils sont jeunes, hein. Donc je ne parle même pas des autres générations. Donc évidemment, mes deux héros, ils sont homosexuels, c'est deux ouvriers dans mon livre. Hein. C'est deux mecs qui bossent à la mine et qui se cachent évidemment de leur amour, parce que s'ils étaient découverts, c'est presque plus le suspense en fait du livre, c'est ce qu'ils vont se faire. C'est pour découvrir l'homosexualité qu'ils vont se faire. Parce qu'en fait, si tu te fais radier en fait, de l'affectif local, tu n'as nulle part où aller. En fait. Ouais. Tu es vraiment mis à l'index, tu ne peux pas aller dans la ville d'à côté qui est plus progressiste. En fait, tu es mis à l'index. En fait. Et à propos de mise à l'index, Caril, vous avez écrit, donc je les prends un par un, ils ressortent, ils sont rhabillés. Nous avons Condor, Hutu, Paz, Aka, Zulu, Mapuche, et là vous écrivez dans la peau d'un Russe. L'appropriation culturelle, vous en pensez quoi? Là, vous dites ça pour m'énerver. Non, mais je sais qu'à Lyon, l'année dernière, il devait y avoir une rencontre où je devais être avec un Amérindien qui était pour l'appropriation culturelle. Quoi. Mm. Et je sais qu'on se serait très très mal, alors que moi je suis le premier à défendre leur culture et les génocides qu'ils ont subis, etc. Mais l'appropriation culturelle, pour moi, c'est une insulte. Enfin, c'est au mieux de la paresse intellectuelle. Et pour moi, c'est plutôt du totalitarisme de l'esprit, vraiment quoi. De décider qu'en fait que personne ne peut aimer de la même manière, c'est pas possible en fait quoi. Et si on pousse le bouchon, en fait, en plus toute la culture américaine, moi j'ai découvert à travers des livres, à travers des BD, etc. Quoi. Donc, que je m'approprie leur culture, moi, je suis pour la mixité de tout, en fait, de tout et de tous, alors, et de toutes. Donc,
Là, chacun restait. Moi, j'avais un petit bled qui s'appelle Montfort-sur-Meux, qui était sympa, mais si j'avais dû rester toute ma vie à Montfort pour défendre mon petit coin de carré, mais ma vie serait un ennui total. Et on a découvert tellement des autres cultures. Enfin, et au niveau, bon, déjà, ça, c'est au niveau de la curiosité culturelle, mais au niveau anthropologique, c'est fou, quoi. Enfin, de croire que on est tous des individus complètement différents, des identités complètement différentes, comme si comme si on n'aimait pas ou on pleurait pas de la même manière, tous les uns les autres, quoi. Et puis, si on pousse le bouchon, bah, les hommes, ils vont pas pouvoir, ils vont interdire d'écrire des romans avec un personnage féminin et vice versa. Hein. Ah ben non, appropriation culturelle. Alors, on va dire, oh non, c'est pas de la culture, c'est du genre. Mais allez maintenant écrire un truc avec des trans, des machins. Oh là, attention, attention, attention. Commence à y avoir des sensitive readers, là, des Ouais. parasites, en fait, hein, que nous imposent les éditeurs, mais surtout le politiquement correct, pour qu'on soit bien politiquement correct, bien pensé dans les clous. Comme s'il y avait un genre de trans. Un jour, j'ai écrit un bouquin où il y avait, ça m'a bouché, mais il y a longtemps déjà, où il y avait un transsexuel. Donc, je m'étais renseigné sur ces gens-là et leur façon de vivre, comment ils le vivaient, c'était dur et ça. Et donc, j'en avais fait un personnage. Quoi. Et un jour, il y a un trans qui, dans une rencontre qui me dit mais c'est pas ça du tout, machin. Enfin, mais je dis bah, écoutez, moi, je dis pas que tous les transsexuels sont comme ça. Le mien, il est comme ça. Et je me suis suffisamment renseigné pour savoir s'il y a une véracité. C'est possible. Mais si j'ai un noir, il y a un autre noir qui va dire ah, c'est pas comme ça les noirs. Et puis, il y a un blanc qui va dire ah, c'est pas comme ça les blancs. Enfin, on n'en finit plus. Enfin, moi, en fait, ça me révolte au plus haut point. Alors là, là, vous les épargnez pas, malgré tout, les Russes. Non, justement, est-ce que par rapport à votre idée de départ, euh, j'imagine que ce voyage vous a quand même fait progresser, évoluer. Comment vous imaginez les Russes et comment vous les avez trouvés finalement? Bon, moi, j'étais à peu près comme tout le monde, hein, avec des clichés, des gens plutôt brutaux, très masculinistes, virilistes, enfin tout ce que je déteste en tout cas, quoi, à la couille en avant, quoi, pour aller vite, quoi. Alors bon, enfin moi, je m'inscris, mais complètement de l'autre côté de tout ça, quoi. Plutôt, donc très très loin de Bowie, eux très très loin de Bowie, pour aller vite. Et puis bon bah voilà, alcoolique, violent, pas de respect pour les femmes, les homosexuels, tout ce que tu veux. Donc des clichés, hein, des clichés plutôt poutiniens, parce qu'à côté, quand même, je ne suis pas complètement débile, il y a quand même une littérature extraordinaire, des poètes, une histoire aussi incroyable. Et puis en commençant déjà en grattant, en disant la conquête de l'Est, parce que tout le monde connaît la conquête de l'Ouest, mais personne ne connaît la conquête de l'Est. En fait, quand on lit la conquête de l'Est, c'est peut-être pas plus romanesque que la conquête de l'Ouest, mais par contre, c'est un délire, mais qui dépasse complètement l'entendement, en fait, hein, complètement l'entendement. Ils ont ils sont pas dans des beaux paysages qu'on trouve en Amérique. Non, ils doivent traverser l'Oural en chien de traîneau. Il faut 3 ans pour faire un aller-retour. Enfin, bon, des trucs de ouf et qui constituent quand même l'âme russe qu'on peut retrouver dans les bouquins de Dostoïevski, etc. Et en fait, en les côtoyant, j'ai bien, parce que moi j'adore en fait. Hein. Je me suis retrouvé en tant que breton. Alors là, entre celtes et slaves sibériens, alors là, il y a une évidence totale, comme gens du Nord, enfin, et belges, tout ça, on est la même, on est du même, on a les mêmes esprits, le même humour, le même excès, la même dérision, surtout, quoi. Et, enfin, on n'a fait que se marrer, parce qu'en fait, alors certes, ils ont appris beaucoup d'insultes, mais c'est une façon de se lier, en tout cas, mais une chaleur surtout, une chaleur, mais comme j'ai rarement rencontré, en fait. Quoi. Et c'est peut-être aussi parce que je savais que notre temps était imparti et qu'on avait très très peu de chances de se revoir un jour, parce que en fait, je ne peux pas retourner dans cette ville. Enfin, je suis un peu non grata, parce que je n'ai pas très bien parlé de Poutine dans mon premier opus. Mais en fait, ça a complètement bouleversé tous mes clichés et j'ai compris pourquoi, en fait, pourquoi ils se bousculaient, pourquoi dans le métro ils poussent, pourquoi ils disent pas bonjour, pas au revoir. Ils ont des comportements des fois très très brutaux, mais ils sont limite presque comiques, en fait. Quoi. J'oublie la violence qu'il peut y avoir parfois, mais en tout cas, moi, les gens que j'ai rencontrés, euh, ils étaient au pire des gros ours, et puis il suffit que tu leur fasses une petite blague pour qu'ils se mettent tout de suite à rigoler, voire communiquer, et au mieux, des doudous pour lesquels j'ai une tendresse, mais vraiment infinie. Bon, bah, alors voilà, des températures extrêmement froides et des cœurs extrêmement chauds. Est-ce qu'ils vous ont appris, j'imagine, à dire au revoir en russe? Oh non, je dis pas au revoir en russe. Non, on dit comment on commande une bière alors?
Non, die Kuscheln ruhig. Voilà, Ça va te faire foutre. Donc, en fait, souvent, en séparant, on dit va te faire foutre, etc. Saute sur ta bite, Kuschel da pistou. Enfin, j'ai une liste d'insultes. Mais ce qui est d'accord. rigolo, c'est que, alors, autant il y a plein d'insultes comme ça, mais nous, parce qu'évidemment, on a appris les nôtres, hein, et on dit, bah, nique ta mère, quoi. Et là, il fait, oh non, 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 la maman, là, c'est trop quand même. D'accord, donc on touche pas à la mère. Touche pas à la mère. Le reste, pas grave, mais. Bon, ben, Caril, merci beaucoup. Das Vidania, quelque chose comme ça, peut-être, non? Ah oui, ça dit quelque chose, ça, vaguement. Ouais. Bon, et puis c'est l'heure de l'apéro. Merci beaucoup. Bah, merci tout le monde, parce qu'en fait, nous, on ne se voit pas, mais Non, j'espère on ne se que. voit pas, mais ils sont tous là. Et donc, je rappelle le livre L'Aide qui vient de paraître, Glace. Et c'est donc collection Equinox aux arènes. Voilà, avec tous les autres qui reparaissent habillés chez Folio Policier. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.